12 pages scellées, 12 signatures effacées, et pourtant une seule voix rompit le silence dans la salle au drapeau. Sous le plafond solennel des Nations Unies, Ibrahim Traoré repoussa le texte préparé pour lui et choisit la tempête plutôt que l'obéissance polie. Et toi, si ta dignité avait un prix, oserais-tu renoncer au confort pour dire non, comme lui, face aux projecteurs, aux murmures de sanctions et aux promesses conditionnelles? Ce soir-là, un jeune capitaine transforma un scénario d'humiliation en un tonnerre de fierté partagée, retournant la scène et l'accusation d'un seul geste clair. Ce discours n'était pas un simple éclat d'orgueil, il marquait le début d'un bras de fer entre la dignité et la dépendance, entre la parole libre et les chaînes de l'aide conditionnée. Car si Ibrahim Traoré osa parler sans manuscrit, c'était pour répondre à une question plus vaste. Jusqu'où une nation doit-elle plier pour survivre? Dans les couloirs de l'ONU, on murmurait que le Burkina Faso risquait l'isolement, la suspension des aides, peut-être même des sanctions économiques. Mais derrière cette peur, il y avait une promesse silencieuse. Prouver qu'un pays africain peut se tenir debout, seul, sans mendier la permission d'exister. C'est là tout l'enjeu. Ce discours n'est pas qu'un acte de défi, c'est une tentative de redéfinir la place d'un continent face au pouvoir. Et la question demeure: combien de nations oseront suivre son exemple avant que le prix de la fierté ne devienne trop lourd? 2 mois avant la scène de New York, les couloirs de la diplomatie bruissaient d'un avertissement discret. Vos mots ont été trop tranchants, votre ton trop audacieux. Une lettre arriva à Ouagadougou, 12 pages de phrases choisies non par le peuple du Burkina Faso, mais par des mains étrangères. Ces lignes n'appelaient pas au dialogue. Elles exigeaient la soumission. Il fallait que Ibrahim Traoré s'excuse, qu'il baisse la tête, et en échange, l'aide internationale serait maintenue. C'est ici que tout bascula. Au lieu de répondre, il fit le silence, laissant croire qu'il plierait. Cette attente savamment entretenue piégea les chancelleries étrangères. 3 nuits plus tard, un ambassadeur puissant frappa à sa porte sous le couvert de l'obscurité. Dans sa mallette, des dossiers confidentiels, des cartes minières, des promesses et des menaces. Cette rencontre secrète, peu connue, éclaire son discours d'une lumière nouvelle. L'affrontement n'a pas commencé à l'ONU, mais bien à Ouagadougou. Chaque mot prononcé à New York était déjà une riposte à ce chantage nocturne. Lorsque l'avion présidentiel décolla, 50 000 Burkinabés s'étaient rassemblés sur la place de la Révolution. Ils ne demandaient pas des excuses, mais la souveraineté. D'un côté, un système diplomatique rodé aux repentances forcées, de l'autre, un capitaine décidé à redonner un sens au mot indépendance. Ce contraste entre la menace feutrée et la clameur populaire est le cœur battant de cette histoire. Et si ce jour-là, le monde découvrit un orateur courageux, le Burkina, lui, vit naître un symbole capable d'unir la fierté des rues de Ouagadougou et la colère des diasporas africaines qui, depuis Harlem ou Nairobi, murmuraient « Cette fois, l'Afrique ne s'excusera pas ». Au cœur de cette histoire, un homme incarne plus qu'un rôle politique. Ibrahim Traoré devient le fil conducteur d'une génération refusant d'être spectatrice. Son geste résonne non seulement à Ouagadougou, mais dans toutes les capitales africaines où l'on murmure enfin que la dignité ne se négocie plus. Dans la foule de la place de la Révolution, une vendeuse de marché raconte comment elle a fermé son étal pour marcher jusqu'au carré central. Pour elle, ce n'était pas un meeting, mais un serment. Celui de transmettre à ses enfants le goût de la liberté. À quelques mètres, un étudiant brandit une pancarte griffonnée. Pas d'aide si elle nous humilie. Ces témoignages composent une vague de fierté nationale. Les rues, les radios, les écoles bruissent d'un même mot, souveraineté. Ce mot, longtemps théorique, devient soudain concret dans les visages, les gestes, les voix. Mais l'impact ne s'arrête pas là. Dans les chancelleries voisines, l'attention monte. Certains y voient une contagion politique, d'autres un souffle d'émancipation. Dans les capitales occidentales, les analystes s'interrogent, et si le syndrome Traoré se propageait? Ainsi, le capitaine ne porte plus seulement un uniforme, mais un rôle d'éveilleur. Il guide non par promesse, mais par exemple. Et la question, suspendue comme une étincelle, demeure: combien de dirigeants, face à la tentation du compromis, auront la même audace de dire non? Tout commença par un piège diplomatique.
Une lettre de 12 pages, pleine de tournures soignées et de menaces déguisées, parvint à Ouagadougou. Les rédacteurs, installés loin du Sahel, exigeaient que Ibrahim Traoré s'excuse devant les Nations Unies pour ses précédentes déclarations. En échange, il promettait la poursuite de l'aide et la clémence médiatique. Au lieu d'obéir, le jeune capitaine choisit le silence stratégique. Il laissa ses conseillers répandre la rumeur d'une capitulation imminente. Dans les ambassades, on se félicita de ce prétendu revirement. Paris souffla. Washington attendit. Même les médias se détendirent, mais la réalité se préparait ailleurs. 3 jours avant son départ pour New York, Ibrahim Traoré convoqua un rassemblement à la place de la Révolution. 50 000 personnes s'y réunirent. Femmes, anciens, étudiants, enfants. Ils ne réclamaient pas la pitié du monde, mais la souveraineté. Ce jour-là, les drapeaux rouges, verts et or ondulèrent comme des flammes. Dans la chaleur de Ouagadougou, la foule scanda son nom. Cette image fut son talisman. Quand l'avion présidentiel quitta le tarmac, chaque regard porté vers le ciel contenait la même prière, qu'il parle au monde sans s'excuser. Le 25 septembre, à New York, la scène se figea. Les délégués, les caméras, les traducteurs attendaient le texte officiel. Mais le capitaine monta sur l'estrade, sans papier, sans notes. Il ajusta le micro, leva la tête et lança « Avant de me demander pardon, demandez-vous combien de fois l'Afrique a dû s'excuser pour exister ?» En une phrase, le procès changea de camp. La salle entière sentit le basculement. Ce qui devait être un moment d'humiliation devint un acte d'accusation inversé. Pendant 3 heures, il parla sans relâche. Il cita le Congo, la Palestine, le Mali, le Niger. Il rappela les dettes, les guerres, les promesses non tenues. Chaque chiffre, chaque nom résonnait comme une cicatrice qu'il refusait d'oublier. Dans les galeries, certains diplomates quittèrent la salle. D'autres, plus rares, restèrent immobiles, fascinés. Le tonnerre des mots couvrait la mécanique du protocole. À Harlem, la diaspora suivait la retransmission en direct. Dans les cafés d'Accra et les universités de Nairobi, on commentait déjà l'audace du jeune président. Et quand le discours se termina, le silence fut plus lourd que le vacarme. Le monde venait d'assister à une inversion historique. L'Afrique, souvent sommée de se justifier, exigeait désormais des comptes. Le soir même, des téléphones sonnèrent, des câbles diplomatiques s'échangèrent, les chancelleries occidentales parlaient de sanctions. Mais dans les rues africaines, on célébrait le courage. L'événement devint une ligne de fracture. Entre la peur et la dignité, entre l'ancien ordre et un possible réveil. Cette journée-là marqua la bascule. Le piège tendu s'était retourné, et le jeune capitaine du Burkina Faso venait d'imposer au monde une autre grammaire, celle de la fierté sans condition. Les effets du discours d'Ibrahim Traoré ne se mesurent pas seulement à l'émotion, ils se traduisent en chiffres, en tendances, en lignes de fracture précises. 43 ambassadeurs africains se réunirent à New York moins de 48 heures après l'allocution. C'était la première fois, depuis la fondation de l'Union africaine, qu'un tel nombre de représentants se rencontraient hors du continent pour rédiger une réponse commune. Ce document, appelé Déclaration de New York, fut signé par 12 chefs d'État dans la semaine suivante. 12, comme les pages de soumission que le président du Burkina Faso avait refusé de lire. Ce basculement de symboles, de la contrainte à l'unité, illustre une première translation, du papier imposé vers la parole assumée. 27 millions de dollars, c'est la somme des fonds de développement gelés par l'Union européenne après le discours. Mais paradoxalement, cet embargo devint un catalyseur. Les gouvernements africains concernés, notamment au Mali, au Niger et au Tchad, enregistrèrent, selon l'Observatoire économique panafricain, une hausse moyenne de 18% de participation citoyenne au débat public lié à la souveraineté économique. Chaque sanction se transforma en preuve, chaque pression en moteur d'unité. En un mois, les réseaux sociaux africains enregistrèrent plus de 12 millions de partages du mot dièse « No Apologies Africa ». Les universités de Nairobi et de Lagos organisèrent des conférences intitulées « La dignité comme stratégie ». À Ouagadougou, les sondages internes indiquèrent une montée de 27% du sentiment de confiance nationale, un record depuis 1987. Derrière ces statistiques, une réalité humaine. Le discours avait réveillé l'idée que la souveraineté n'était pas un concept abstrait, mais une expérience collective. Avant septembre, le Burkina Faso comptait 7 accords bilatéraux actifs
avec des puissances extérieures. 3 mois après le discours, il en signait 9 nouveaux, non plus sous contrainte d'aide, mais dans une logique de partenariat équilibré, avec la Russie, la Chine, l'Iran et plusieurs pays du Sud global. La balance des dépendances commençait à s'inverser. Ces chiffres dessinent un mouvement. Ce n'est pas une révolte isolée, mais une équation de cause et d'effet. Une parole libérée produit des alliances nouvelles qui nourrissent à leur tour la résilience intérieure. Le discours d'Ibrahim Traoré, loin d'être un épisode, devient ainsi un indicateur. Il montre que la dignité peut avoir un coût mesurable, mais aussi un rendement politique et moral inestimable. La souveraineté, quand elle s'exprime dans les chiffres, cesse d'être un rêve pour devenir une politique. Face au discours d'Ibrahim Traoré, 2 visions s'affrontent, chacune portée par une logique solide. D'un côté, certains estiment qu'un pays enclavé comme le Burkina Faso ne peut se permettre de défier les puissances économiques dont il dépend. 72% du budget national repose encore sur des aides extérieures, et une rupture brutale mettrait en péril les infrastructures, la santé publique et la stabilité monétaire. Selon eux, la dignité doit se construire progressivement, au rythme de la capacité productive interne. Le courage, sans stratégie, devient témérité. Il rappelle que plusieurs États africains, après des gestes de défis similaires, ont subi des crises prolongées, inflation, fuite des capitaux, isolement diplomatique. Dans ce cadre, l'acte de Traoré, bien qu'héroïque, risque de condamner son peuple à payer le prix du symbole. De l'autre côté, une autre voix s'élève. Elle rappelle que la dépendance est elle-même une forme de fragilité entretenue par le cycle des dettes et des promesses. Chaque aide conditionnée prolonge le contrôle, chaque compromis affaiblit la souveraineté. Malgré des décennies d'assistance internationale, le taux de pauvreté structurelle du Burkina Faso reste supérieur à 37%, preuve que la dépendance ne guérit rien. Pour eux, le discours d'Ibrahim Traoré ne fut pas un risque insensé, mais une nécessité morale. Il s'agissait de rompre le pacte tacite de soumission. Mieux vaut affronter la tempête économique que survivre dans l'humiliation. Entre ces 2 logiques, aucune n'est pure folie ni absolue sagesse. L'une parle en termes de survie, l'autre en termes d'honneur. Mais l'équilibre n'est peut-être dans leur tension. Bâtir une indépendance réelle suppose à la fois la lucidité du diplomate et la hardiesse du capitaine. Dans un couloir étroit de Manhattan, entre 2 réunions feutrées, Ibrahim Traoré prononce une phrase courte. Les excuses d'aujourd'hui sont les chaînes de demain. Cette ligne, saisie par un journaliste africain, fait le tour du monde en moins de 24 heures. C'est le point de bascule, une vérité qui révèle que ce n'est pas seulement l'Occident qui attendait son silence, mais parfois aussi une partie de l'élite africaine, habituée au compromis. La rupture n'est donc pas verticale, elle est transversale, entre ceux qui craignent le vide et ceux qui préfèrent y plonger plutôt que de rester à genoux. À partir de cet instant, le cas Traoré cesse d'être un incident. Il devient un modèle, un test moral pour tout un continent. Lorsque les images de son arrivée à l'ONU sont diffusées, poing levé, visage impassible, les foules de Lagos à Nairobi comprennent que quelque chose vient de changer. L'homme n'est plus seulement un président, il est devenu un repère. De Dakar à Kinshasa, les gouvernements débattirent d'une déclaration commune. 12 pays la signèrent dans moins d'une semaine, établissant un front symbolique contre le principe d'aide conditionnée. Le message était clair, la dignité ne se négocie plus. Des think tanks panafricains, jusque-là silencieux, publièrent des notes appelant à une redéfinition de la coopération internationale. Dans les villes d'Europe et d'Amérique, la diaspora africaine reprit le mot d'ordre « No apologies ». À Paris, des étudiants projetèrent des extraits du discours d'Ibrahim Traoré sur les murs de la Sorbonne. À New York, des associations afro-américaines virent dans ces mots un écho de Malcolm X, une résonance entre 2 histoires de résistance. Le hashtag #AmTraoréEffect dépassa 15 millions de vues sur les réseaux sociaux. Au-delà du continent, le discours résonna. En Amérique latine, certains médias évoquèrent un tournant afro-mondial. L'Iran, la Chine et la Russie saisirent l'occasion pour renforcer leurs liens avec Ouagadougou. En 3 mois, le Burkina Faso signa 9 accords économiques hors sphère occidentale, preuve que la souveraineté, même contestée, pouvait devenir un levier de diversification. Mais le changement le plus profond eut lieu à la base. Dans les marchés, les écoles, les radios rurales, le mot souveraineté devint une conversation quotidienne.
Des enseignants relurent l'histoire du pays à la lumière du courage politique. Des jeunes fondèrent des cercles de lecture autour des discours panafricains. La fierté, longtemps confinée à la mémoire, se fit pratique. Ainsi, les conséquences dépassèrent les frontières diplomatiques. Ce qui avait commencé comme une révolte oratoire devint une transformation sociale. La voix d'un homme avait réveillé celle d'un peuple et, avec elle, une certitude. L'humiliation coûte plus cher que la résistance. Dans la première, le pays maintient sa position sans s'effondrer, les sanctions persistent, l'aide internationale reste suspendue, mais les circuits alternatifs s'ouvrent. La Russie fournit du blé et du carburant, la Chine investit dans les infrastructures, l'Iran propose un appui médical. L'économie ralentit, mais ne cède pas. Les prix augmentent de 12%. Cependant, la production agricole intérieure compense partiellement les pertes. Le Burkina devient un laboratoire d'autonomie. Fragile, mais vivant. Dans une perspective plus ambitieuse, l'élan initié par Traoré gagne le continent. 15 nations africaines renégocient leurs contrats miniers ou agricoles. Une zone de commerce libre renaît, cette fois sans tutelle extérieure. Le discours du capitaine devient enseigné dans les universités comme un manifeste politique. Les jeunes leaders y voient un précédent historique. L'isolement se transforme en intégration horizontale. Le petit Burkina pèse davantage par son exemple que par son PIB. Mais un scénario plus sombre existe. L'Occident durcit les mesures, blocage des transferts, campagne médiatique hostile, pression sur les voisins. L'inflation dépasse 25%, les pénuries de carburant s'aggravent, des troubles éclatent dans certaines provinces. Le risque de fracture politique interne s'élève. Les forces favorables au compromis reprennent espoir. Ici, l'indépendance politique se paie du prix d'une grande vulnérabilité économique. Dans les 3 scénarios, une constante demeure. Le précédent est posé. Que la trajectoire soit lente ou accidentée, la souveraineté burkinabé n'est plus une idée abstraite mais une réalité vécue. Le monde a vu un homme refuser de lire un texte d'humiliation. Et désormais, chaque gouvernement africain sait qu'il peut choisir entre l'aide et la dignité. La question ouverte reste celle-ci. La liberté peut-elle survivre sans pain ou faut-il d'abord nourrir pour oser dire non ? Cette interrogation dépasse les frontières du Burkina Faso. Car ce qui s'est joué à New York parle à chacun. Qu'abandonnons-nous chaque fois que nous nous excusons pour exister ? Dans les quartiers, les écoles, les foyers, cette question trouve un écho inattendu. Pour un enseignant de Bobo Dioulasso, le discours fut une leçon de courage civique. Il demanda à ses élèves d'écrire ce qu'ils refuseraient de troquer contre un avantage matériel. Dans une banlieue de Dakar, une mère raconta qu'elle avait arrêté de se taire lorsqu'un fonctionnaire lui imposa une contribution injuste. Dans les réseaux de la diaspora, des milliers de jeunes commentèrent « Ce qu'il a fait pour un pays, faisons-le pour nos vies ». Le propos touche parce qu'il rappelle une vérité simple. La dignité n'est pas une affaire d'État, mais d'attitude. Chaque fois qu'un individu dit non à l'humiliation, il participe à ce mouvement. Ainsi, le message quitte la scène internationale pour s'enraciner dans le quotidien. Refuser de se vendre, enseigner la fierté, défendre la justice locale, autant de gestes minuscules qui prolongent l'écho du podium de New York. Et si la souveraineté commençait ici, dans ces décisions invisibles, peut-être que l'histoire d'un capitaine africain nous invite à examiner nos propres silences. Ibrahim Traoré l'a rappelé. La dignité ne se défend pas avec des slogans, mais avec des structures. Depuis son retour à Ouagadougou, le gouvernement a esquissé un plan en 4 étapes, considéré par plusieurs analystes comme un modèle de reconstruction souveraine. D'abord, produire pour résister. Le plan agricole vise à accroître de 20% la production vivrière nationale en un an, grâce à la valorisation des semences locales et à la réduction des importations de blé. L'autonomie alimentaire devient la première barrière contre le chantage économique. Ensuite, diversifier les alliances. Plutôt que de rompre, il s'agit d'équilibrer. Le Burkina Faso cherche à tisser un réseau de partenariats croisés, infrastructures avec la Chine, recherche agricole avec le Brésil, technologie médicale avec l'Iran, formation civique avec des ONG africaines. Aucun maître unique, mais plusieurs ponts, puis institutionnaliser la solidarité africaine. Une déclaration pourrait se transformer en fonds africains pour la dignité, destiné à financer des projets panafricains sans conditions politiques. 12 pays ont déjà manifesté leur intérêt. Enfin,
construire la narration. Le pouvoir ne réside pas seulement dans l'économie, mais aussi dans le récit. Des studios, écoles et médias nationaux sont encouragés à raconter l'histoire de la résistance africaine contemporaine. Ce programme, encore fragile, cherche à transformer un moment de défi en mécanisme durable. Il ne s'agit plus seulement de dire non, mais d'apprendre à vivre debout, par le travail, l'union et la mémoire. Sous le soleil rougeoyant de Ouagadougou, Ibrahim Traoré s'avance vers une vieille femme tenant dans ses mains un tissu effiloché, le premier drapeau du Burkina Faso indépendant. Elle le lui tend sans un mot, comme on confie d'une prière. Ce geste silencieux résume tout. La continuité des luttes, la transmission d'une dignité tissée de sacrifices, ce n'est plus seulement un drapeau, c'est un témoin. Il porte le sang, la sueur, la foi de ceux qui ont refusé de s'agenouiller. Le capitaine, jadis perçu comme téméraire, devient le lien entre deux générations, celle qui a arraché l'indépendance et celle qui veut la faire vivre. Et la question qu'il laisse derrière lui résonne comme un tambour. La liberté est-elle un héritage ou une conquête à renouveler chaque jour? Peut-être les deux, mais tant qu'un peuple ose dire non, même seul, il ne perd jamais tout. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un président africain, mais celle d'une humanité qui cherche encore à marcher debout. Le message d'Ibrahim Traoré dépasse les frontières. Il rappelle que la dignité n'est pas un privilège, mais une décision collective. Chaque époque choisit son langage. Hier la révolte, aujourd'hui la parole, demain, peut-être, la solidarité lucide. Dans les rues, dans les foyers, dans les classes, chacun peut prolonger cette voie, enseigner, partager, résister aux petits renoncements qui usent la fierté. Le combat de la souveraineté commence toujours par un mot simple, non. Non au silence, non à la peur, non à l'effacement. Et maintenant, la question revient à nous. Que ferions-nous, à sa place, sous la lumière du monde? Accepterions-nous le confort au prix de notre âme, ou garderions-nous le drapeau? Car en vérité, la dignité n'a pas de prix. Elle se vit, se défend et se transmet.